Congo. À l'époque, c'était Zaïre. Aujourd'hui, c'est République démocratique du Congo. Il y a eu au Zaïre une révolution qui a fait chasser Mobutu. Nous, on criait déjà, non, c'est une agression. Les gens ne nous ont pas crié, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Que ce soit par rapport à l'opinion internationale, par rapport à l'opinion congolaise, les Nations Unies, les commissions des experts internationaux, tout le monde dit qu'il y a eu agression, il y a agression en République démocratique du Congo, il y a une guerre d'agression avec des rebelles des proxys. L'armée rwandaise est en République démocratique du Congo, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand je parle de l'équilibre qui est brisé, la rupture sur le plan constitutionnel, mettez-vous à ma place. Un ancien président de la République qui a été condamné pour haute trahison et aujourd'hui condamné par des sanctions internationales. Donc même l'opinion internationale partage cet argument de l'agression de la RDC. C'est pourquoi, au lieu de parler d'une rébellion interne, au sens de l'article 64 de la Constitution actuelle, elle constitue une agression extérieure déguisée, caractérisée par de multiples rapports d'experts de l'ONU, par les déclarations même des autorités rwandaises et par l'ampleur des moyens déployés. Cette agression a créé une nouvelle donne politique, sécuritaire, existentielle, que la constitution de Sun City, Pretoria, n'avait pas anticipée et qu'elle ne peut plus absorber. Voilà la rupture qui n'est pas un argument de Dio Mindongala, mais qui est un argument de la doctrine politique internationale moderne. J'ai cité le grand défenseur de ces doctrines. Vous avez Kelsen, Smith, Carré de Malberg, qui disent que quand il y a rupture, c'est un moment de changement de constitution. Souvenez-vous, ceux qui lisent le droit, ceux qui connaissent les droits, ce n'est pas le premier pays qui subit la rupture pour changer de constitution. Je peux vous citer l'exemple de la France, qui avait été occupée par les nazis, par l'Allemagne. Mais après l'occupation, il y a eu la libération, soutenue par les États-Unis. Mais qu'est-ce que la France a fait après la guerre? Il y a eu la rupture et il y a eu changement de constitution. Prenons le cas de l'Italie. L'Italie qui a une constitution très rigide. Mais cette constitution a été changée quand? C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont changé leur constitution. Il y a des motifs de rupture en Afrique. Bien sûr, les ruptures peuvent être violentes, douces, par la guerre. Mais c'est toujours des ruptures qui entraînent le changement des constitutions. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas de la révision constitutionnelle. Je ne parle pas de référendum constitutionnel. Mais je parle du changement de la Constitution, le moment fini. Et je vais vous le démontrer. La rupture est une source légitime d'un nouvel ordre constitutionnel. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon opinion. C'est les doctrines politiques, juridiques qui le disent. Selon la doctrine kelsenienne, théorie pure du droit, une révolution réussie, même sous forme de conflits armés victorieux ou de crises majeures, entraîne un changement de grandes normes fondamentales. La victoire militaire ou la résistance victorieuse n'est pas la seule modalité. La prise de conscience nationale d'une menace existentielle durable. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est menacée dans son existence.
Et il y a certaines personnes qui continuent à parler des rébellions. Non, il s'agit d'une agression. La République est menacée dans son existence. Voilà pourquoi nous devons d'abord parler Congo. Et aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients que le pays est menacé. Dans le cas de la République démocratique du Congo, la rupture est triple. Rupture sécuritaire et territoriale. Les contrôles partiels ou menacés des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, régions riches en minerais stratégiques, coltan, cassitérite, or, etc., remet en cause l'intégrité territoriale et la souveraineté effective de l'État. La Constitution de 2006, conçue pour un pays en paix relative, ne contient pas les mécanismes de défense et de riposte adaptés à une guerre de longue durée d'agression hybride. Rupture dans la conscience nationale. 30 ans après le génocide rwandais et les premières guerres de libération ou d'agression, selon que la conscience l'indique, de 1996 à 1998, la population congolaise, et particulièrement les jeunes générations, a acquis une conscience claire et unanime des visées hégémoniques du régime de Kigali, soit imposer un protectorat politique à Kinshasa, soit exercer un chantage permanent sur les ressources du Kivu, soit, en dernier ressort, procéder à une annexion des faits ou des droits de ces provinces sous couvert de guerres internes. Vous savez, ça fait 30 ans que ça dure. Et pendant ces 30 années, les Rwandais avaient, et il a multiplié la même stratégie. La stratégie consistait à nous infiltrer, politiquement et militairement. Avec la première guerre d'agression de 1996, on s'est retrouvé avec un chef d'état-major rwandais. Ce n'est pas un secret. On s'est retrouvé avec certains politiciens rwandais, infiltration, contrôle de Kinshasa. Et vous remarquerez, et chaque fois qu'il n'y avait plus la possibilité de contrôler Kinshasa, on occupait l'Est. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila avait chassé les Rwandais de Kinshasa, qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Ils ont occupé les Kivu, nous ramenant encore à une autre guerre. Donc, c'est la même stratégie aujourd'hui. Dès qu'ils ont vu qu'à Kinshasa, il y a un président légitime, élu par les Congolais, qui commence à changer certaines réalités contrôlées par les Rwandais, ils ont agressé le pays à l'Est. On recommence à zéro. Il y a rupture. Il y a rupture. Rupture de la conscience nationale, comme je viens de dire. Mais cette conscience nationale nouvelle, forgée dans le sang, parce qu'il y a eu combien de morts congolais? Il y a des experts qui disent qu'il y a eu plus de 10 millions de morts de Congolais. Cette soi-disant guerre interne, aujourd'hui, s'est avérée par la communauté, la conscience collective internationale dit non, le Congo a été agressé. Mais c'est seulement maintenant, 30 ans après, que ça apparaît avec certitude que le pays a été agressé. Rupture de l'équilibre régional et géopolitique. Les accords de Sun City, Pretoria, étaient fondés sur l'idée d'un bon voisinage et d'une intégration régionale, SADC, CPGL. La réalité actuelle est celle d'une guerre par procuration menée par un voisin qui menace ouvertement
la souveraineté congolaise sur ses ressources, l'ancien texte constitutionnel est donc devenu anachronique. Cette constitution qui a mis l'équilibre, qui aurait dit nous préserver, qui aurait dit conserver la paix. Mais aujourd'hui, la paix a volé en éclats, d'où il y a rupture. Dans ces cadres, il est essentiel de rappeler la distinction fondamentale entre la constitution matérielle et la constitution effective. La constitution matérielle désigne l'ensemble des principes, normes et rapports des forces politiques et sociaux qui structurent réellement l'ordre étatique et reflètent la conscience collective d'une nation à un moment donné. Elle constitue les véritables grandes normes vivant au-delà du simple texte écrit. Pour que l'ordre juridique soit légitime, cohérent et durable, la constitution matérielle doit nécessairement être en pleine conformité avec la constitution effective, les textes formels et positifs de la loi fondamentale. Or, la triple rupture que connaît aujourd'hui la République démocratique du Congo a profondément modifié sa constitution matérielle. Maintenir l'ancienne constitution effective reviendrait donc à créer une contradiction insurmontable entre les droits et la réalité politique nationale. Parce qu'il y a naissance d'une conscience nationale, d'une conscience collective. Conclusion. Nécessité impérieuse d'une nouvelle constitution. Dans ces conditions, exiger le maintien de la Constitution de 2006 reviendrait à figer la République démocratique du Congo dans un cadre juridique qui ne correspond plus ni à la réalité du terrain, ni à la volonté nationale de survie et de souveraineté. Parce qu'il y a une crise existentielle de notre pays. Le pays est menacé. Et les gens ne sont même pas. Certaines personnes qui font la politique politicienne ne sont pas conscients que le pays est menacé. Les droits constitutionnels ne sauraient être un carcan intemporel. Il doit au contraire sanctionner les ruptures historiques lorsque celles-ci sont suffisamment graves pour redessiner le contrat social et l'ordre étatique. Un nouveau processus constituant légitime, souverain et inclusif est donc non seulement nécessaire, mais conforme à la doctrine dominante en droit constitutionnel. Kelsen le dit clairement. Il permettrait d'adapter les institutions, renforcement des prérogatives de défense nationale, redéfinition du régime des ressources naturelles et stratégiques, révision du système de décentralisation pour mieux protéger l'intégrité territoriale, clause explicite de riposte à l'agression extérieure, etc., etc. À la nouvelle réalité imposée par la guerre rwandaise, la rupture n'est pas un tabou juridique, elle est au contraire le mode de naissance même de la plupart des institutions modernes en situation post-conflictuelle ou de crise existentielle. La RDC, en tirant les leçons de cette guerre imposée, ne ferait pas suivre l'exemple historique de tous les peuples qui ont refondé leur pacte constitutionnel après avoir affronté une menace existentielle. Est-ce que c'est seulement la RDC qui va changer de constitution après une guerre d'agression? On a des exemples historiques. Il y a ce qu'on appelle le droit constitutionnel comparé. Moi, en sciences politiques, à l'université à Rome, j'ai appris que les constitutions sont dictées par les événements existentiels, collectifs des peuples. Nous avons vécu les cas en Europe. Après l'agression des nazis, les constitutions ont volé en éclats. Nous sommes agressés avec une constitution qui a été conçue
par l'infiltration militaire, par l'infiltration politique à Sun City. On croyait que cela allait nous préserver, nous donner un équilibre. Mais il y a eu rupture depuis que la guerre a repris. Et nous allons continuer à être sujettis par cette même constitution. Non. J'ai dit non. Le moment venu, on va remplacer cette constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas mon opinion. Mais c'est la doctrine constitutionnelle qui le dit. La RDC, en tirant des leçons de cette guerre imposée, ne ferait que suivre l'exemple historique de tous les peuples qui ont refondé leur pacte constitutionnel après avoir affronté une menace existentielle. La RDC est menacée, son existence est menacée. Et nous n'allons plus continuer avec cette constitution qu'on nous a imposée par la paix des braves, avec des infiltrations sur le plan national et sur le plan international. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a la conscience nationale, collective, il y a la conscience internationale qui dit que la RDC a été agressée. L'ONU le dit, les rapports de l'ONU le disent. Le moment est donc venu de passer d'une constitution de compromis post-guerre à un compromis qui a été violé tellement de fois qu'il n'est plus ni crédible ni adapté à la situation d'agression actuelle, continuelle de la RDC que nous subissons depuis 30 ans. Pour des raisons politiques et économiques, on nous agresse. Nous voulons une constitution de souveraineté et de résilience face à la nouvelle donne géopolitique. La nouvelle conscience collective congolaise, qui se reflète d'ailleurs aussi dans un nouveau paradigme en politique internationale, doit nécessairement se traduire dans un changement de la loi fondamentale. Cela est parfaitement conforme à la doctrine dominante en droit constitutionnel. Ce n'est pas mon opinion. C'est une opinion doctrinale. J'ai cité Smith, Carré de Malberg. Ce n'est pas mon opinion. C'est non seulement juridiquement fondé, mais politiquement et moralement indispensable si nous voulons maintenir l'existence de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà les grandes lignes que nous traçons pour les débats de ce jour.